Yo, le bug bounty, c'est certainement le sujet qui attire le plus de novices dans le monde de la cybersécurité. Tout le monde a déjà entendu les histoires de hunters qui gagnent des centaines de milliers d'euros en à peine quelques jours, ou les success stories de hunters à plusieurs millions. Mais ces belles histoires ne concernent qu'une poignée d'élus, non? Qu'est-ce qui attend réellement un jeune chasseur qui se jetterait aujourd'hui dans l'arène? Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. CyberTalk. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On démarre ce 13e CyberTalk, très attendu de notre part, sur un sujet qu'on aime beaucoup, vous allez le voir dans un instant. Alors, je suis toujours accompagné de Nubosaurus qui doit se trouver vers là, voilà à peu près. Comment vas-tu, Nubo? Je suis là. Bah ça va, il n'y a pas trop de connexion, j'espère que l'image ça va tenir pour la soirée, sinon je passerai en vocal, c'est pas grave. Merci Orange. Ok, j'ai rien dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, donc, 13e CyberTalk, je rappelle le principe pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui ne connaissent pas. Nous sommes deux enthousiastes et professionnels de la cybersécurité avec des pelleteuses de questions à poser sur plein de sujets. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être le bug bounty. Et pour répondre à ces questions, on a invité deux personnes qui s'y connaissent un petit peu. Icar d'abord, salut Icar, comment tu vas? Ça va très bien, salut à tous. Et Warty. Salut à tous. Bien. Le but de l'émission, comme d'habitude, ça va être de gratter un maximum d'informations et de connaissances de nos invités. Et je pense que ça va être une excellente soirée. Messieurs, on va commencer directement avec les présentations, tout simplement. Icar, on va commencer par toi, par le plus ancien, je pense. Qui es-tu? Bien vu. Qui je suis? Alors, Icar ou Amel. Donc, je suis de Montpellier, du sud de la France. Je fais du bug bounty en tant que hobby. À côté de mon emploi, je suis pentester pour Thales DIS. Voilà, ça fait 4 ans que je fais du bug bounty, je suis tombé là-dessus par hasard, et depuis, j'adore ça. Un peu comme une drogue, on va dire. Très bien, Warty, je t'en prie. Donc moi, Warty ou Pierre, moi ça fait, j'ai fait du bug bounty pendant un an et demi à peu près, et du coup maintenant je suis développeur et pentester à Synactive Quarren. Donc tu ne fais plus de bug bounty actuellement? Non, c'est ça, je fais plus de bug bounty actuellement puisque c'est pas autorisé pour la boîte, du coup je n'ai plus le droit d'en faire. On reviendra là-dessus, c'est important. Très bien, c'est noté. Eh bien, on va passer à la présentation des parties. Vous le savez, CyberTalk c'est toujours en 3 grandes parties. Donc la thématique bug bounty toujours. La première partie ça va être les bases du bug bounty. Alors on sait qu'on avait déjà fait un petit bout d'émission avec Zax et Doomer sur la question. On va repasser un petit peu quand même sur certaines bases et on va essayer de poser des questions légèrement différentes, histoire que tout le monde soit au même niveau et qu'on apprenne de nouvelles choses. Ensuite, on va passer sur la partie 2 avec les techniques secrètes des hunters. Alors là-dedans, on va mettre plein de choses. Ça va être découvrir un petit peu plus la partie technique, automatisation, voir s'il y a des techniques secrètes de ninja. Vous nous direz ça. Et puis la dernière partie, ça va être tout simplement le métier de hunter. Donc on va regarder plus le métier dans sa globalité, tel qu'il est aujourd'hui. Et puis on va parler un petit peu du futur aussi, vu que c'est une profession qui est très certainement amenée à évoluer, comme tout le reste dans la tech. Messieurs, est-ce que vous êtes chauds pour cette émission? Très très chaud. Carrément. Ouais. C'est parti. C'est parti. Et Nubo a une caméra, je le ressouligne, hein, parce que c'est incroyable quand même. Une barre de 4G et ça tient. Parfait. Très bien. Allez, c'est parti. On enchaîne avec la première partie, les bases du bug bounty. Alors, déjà pour commencer, alors bien sûr, vous prenez la parole un petit peu comme vous voulez, je vous laisse vous renvoyer la balle s'il faut. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce qu'est le bug bounty avec des termes assez simples et quelle est la grosse différence avec d'autres disciplines comme par exemple le pentest? Pour moi, en termes assez simples, le bug bounty, c'est le fait de chercher des bugs sur des plateformes diverses, que ce soit du web, du Android, de l'iOS, ou même des fois de l'hardware, et être rémunéré pour ça, en fonction évidemment du programme et des différentes grilles de rémunération. Et pour moi, la principale différence avec le pentest, c'est qu'on va pouvoir passer déjà beaucoup plus de temps sur la target qu'on va attaquer, puisque généralement les pentests, je pense que Icar pourra confirmer, c'est 1 à 2 semaines et après ça s'arrête. Alors que le bug bounty, on est plus sur des durées beaucoup plus longues de 7, 8, 1 an, voire ça s'arrête pas, quoi. Exactement. Et du coup, on va plus aller chercher des bugs critique, c'est-à-dire qu'en pentest on essaye un peu de ramener tout pour le client, où là contrairement au bug bounty où on va plutôt aller chercher des vulnes que le client spécifie, typiquement il veut de la RCE ou des choses comme ça, et on évitera de remonter d'autres petites vulnérabilités qui ont... Tu as la même vision, Icar?
à peu près la même, oui. Bon, moi, je suis pentester, donc je fais un peu les deux, bug bounty et le pentest. Comme disait Worthy, c'est vrai que le pentest, t'es limité en temps. C'est-à-dire que tu as, par exemple, une durée, moi je dis une bêtise, hein, 1 semaine ou ça peut être quelques jours sur une target en question. Tandis qu'en bug bounty, tu pas de limite de temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux travailler sur un programme, une target pendant, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Tu peux trouver plus de vulnérabilités, plus de bugs critiques. Donc la différence entre les deux, c'est le temps. C'est-à-dire que là, en bug bounty, lorsque tu as un programme de bug bounty, tu n'as aucun problème de temps. Tu as les hunters qui sont partout, qui sont en France, dans les autres pays, donc on va dire qu'il y a tout le temps des personnes qui vont tenter de trouver une vulnérabilité sur ton produit. Donc l'avantage, oui, c'est ça, on va dire que c'est un scope un éventail de temps beaucoup plus important. Après, il y a aussi... le scope, c'est ce que tu viens de parler de scope, justement par rapport à du pentest. Est-ce que tu as un scope différent ou c'est assez proche finalement? On va dire que c'est un peu proche également. Après, je sais pas, ça dépend de l'étude de pentest que tu effectues. Mais c'est vrai que dans les programmes de bug bounty, tu as un programme, un scope défini par le client en question et tu dois pas déborder, tu dois pas aller ailleurs. Après, on peut, mais ça, on en discutera un peu plus tard. Il y a la possibilité, par erreur, par accident ou parce que tu trouves quelque chose de très critique hors scope, de le remonter et d'éventuellement d'avoir un reward là-dessus. Mais non, en fait, oui, tu as vraiment un scope, une application web ou peu importe, vraiment définie et tu bosses dessus, quoi. Mais ce qui est important, c'est ça qu'il faut souligner, c'est qu'il faut se mettre dans la tête, dans la peau des hackers. Les mecs, ils ont internet, ils ont des ressources de partout et ils ont un temps illimité. C'est-à-dire qu'ils ont un temps et s'ils veulent bosser sur le truc pendant 6 mois, ils vont bosser sur 6 mois. Donc la grande différence, c'est vraiment on va dire que c'est, comment on peut appeler ça? C'est en continu, quoi, le recherche en continu. C'est quelque chose qui va être... on va d'abord passer du coup par du pentest et ensuite proposer un programme de bug bounty, j'imagine. Exactement. Parce qu'on se rend compte, lorsqu'on fait des pentests, bon, je dis pas ça pour tout le monde, hein, mais c'est pas très poussé. C'est-à-dire que des fois, tu testes une application, c'est vraiment pas poussé. Soit c'est pas poussé ou des personnes qui travaillent différemment, tandis que sur un bug bounty, tu peux trouver des vulnérabilités que tu aurais pas pu remonter en pentest. Ça arrive assez souvent. Ouais. Après, ça reste mon point de vue. Après, le problème, comme l'a dit Iker, en fait, on y revient, c'est le temps qu'on peut y passer. Typiquement, si sur un pentest, on te demande de tester l'intégralité du domaine, plus des applications, plus etc., tu vas plus survoler les choses et tu n'auras pas le temps, comme un hunter, d'aller en profondeur, de comprendre l'application, etc. Donc l'intérêt du bounty, encore une fois, est de faire quand même un pentest avant, puisque c'est déjà arrivé que certains scopes, il n'y avait pas eu de pentest avant et ils se font... défoncer en 1 semaine. Il faut que le programme soit un tout petit peu mature, enfin même mature, quoi. Alors pour creuser là-dessus justement, quel est le danger entre guillemets, si j'ose dire, si jamais on fait pas de pentest avant? Est-ce que c'est du coup il y aura trop de choses à trouver, du coup on va pas trouver les choses importantes, ou est-ce que c'est le bug bounty coûte plus cher que le pentest, ou c'est plus risqué? Est-ce qu'il y a une notion de risque? Je sais pas. Alors, de risque, non, puisqu'en fait, tu signes un contrat avec la plateforme en question pour tester ton application, donc il n'y aura pas de risque. Le seul, entre parenthèses, risque que tu peux avoir, ça va être le risque financier. Par exemple, tu mets une enveloppe de 20 000 € de reward et en 3-4 jours, le wallet est vide. C'est déjà arrivé sur des programmes où les mecs, ils ont mis en place le lundi le prog et à midi, ils l'ont arrêté. Il faut quand même un peu de maturité parce que sinon, tu vas lancer un programme et tu vas être dégoûté, tu vas dire waouh, tu vas prendre peur. Alors que c'est pas le but, c'est vraiment, moi je dis plutôt de l'amélioration continue. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme, c'est-à-dire que tu testes ton produit, testes ton application, on continue, quoi. Ok. Alors, on avait exploré ça la première fois, mais je pense qu'on va faire un petit rappel à ce stade-là. Là, tu parles d'enveloppe, on parle de pognon. Voilà. Comment est-ce que c'est rémunéré tout ça, et quelle est la grosse différence entre pentest et bug bounty au niveau rémunération, que ce soit pour le hunter ou que ce soit pour l'entreprise quand elle le cost? Alors moi je pourrais pas répondre à cette question-là parce qu'en fait moi je fais des pentests pas pour des clients finaux mais pour mon entité, donc tout ce qui est enveloppe, budget, tout ça, j'ai pas la notion dessus. Peut-être que Worthy pourra répondre là-dessus. Pour moi, la principale différence, c'est que
comme on disait tout à l'heure, typiquement un pentest ça va durer une semaine. Et je vais donner un faux chiffre, imaginons on met 2 pentesters sur le truc, donc ça fait 10 jours en tout, puisqu'il y en a 5 personnes, donc on multiplie par 2. Et on paye et on vend la prestation à 200 € par exemple par personne par jour. Ça fait que ça te revient le pentest à un truc comme 2000 € ou un truc comme ça. Et derrière, ton application elle sera testée en une semaine. Alors qu'en Bug Bounty, tu vas... et du coup, derrière, les pentesters, eux, ils auront leur salaire qui est terminé dans la boîte avec le contrat, etc. Un peu comme tous les métiers qu'on... Et tu as le côté Bug Bounty où du coup le client va à la fois payer la plateforme pour avoir le droit d'exposer un programme dessus, et ensuite va allouer, comme l'a dit iCare, une enveloppe budgétaire pour rémunérer les hunters, et une enveloppe, bon après à eux de le déterminer. Donc potentiellement ça peut coûter plus cher en Bug Bounty, mais ça permet aussi d'améliorer la sécurité de la plateforme, puisque les gens, vu qu'ils ont plus de temps, vont trouver plus de trucs et vont vraiment aller chercher des vulnes critiques, puisqu'en fait ce qui joue derrière pour les hunters, il y a l'amusement. Je pense que comme moi, Iker et d'autres personnes, ça nous amuse de faire ça, mais on va pas se le cacher, derrière aussi il y a la rémunération. Et étant donné que typiquement ça va attrayer les gens de voir que si on trouve une crit, on est payé 6, 7, 8 000, 10 000 € avec ça, ce qui change du coup d'un salaire, mais après il y a tout ce qui est impôts, etc. On reviendra dessus plus tard, mais voilà. Pour moi, la différence, elle est là, et ça peut, d'où l'intérêt, comme a dit Iker, d'avoir une certaine maturité quand même, puisque si tu mets un produit qui a jamais été testé, tu te retrouves à claquer 20 000 balles en 4 heures, et là, du coup, exactement ce qu'a dit Iker, ça dégoûte la personne et le... Alors, ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on explique un petit peu, parce que là, bon, encore une fois, on a parlé de scope, de mettre une enveloppe, ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu une explication sur comment ça fonctionne en fait un programme de Bug Bounty? Vous allez sur une plateforme, on va parler des plateformes aussi, mais un programme typique de Bug Bounty, comment c'est organisé en fait? Tu veux répondre en premier? Ouais, je te laisserai compléter. Moi, en programme, on va avoir déjà une description de l'entreprise ou du produit pour quand même expliquer à quoi ça sert. Ensuite vient du coup les grilles de rémunération. Donc généralement, sur la plupart des plateformes, on va avoir 4 rémunérations, donc pour les vulnérabilités low, pour les medium, pour les high et pour les critical. Donc par exemple, ça peut être 200, 400, 800 et 1000 € ou dollars. Ensuite, on va avoir donc du coup le scope, comme tu viens de dire. Donc c'est là où le client va dire voilà, moi il y a telles URL, j'aimerais bien qu'elles soient testées. Et en fait, il y a une case par produit qui doit être testé. Donc par exemple, imaginons si on a un produit de la forme front et API, va y avoir 2 cases dans le scope, le front et l'API derrière. Sachant que aussi en Bug Bounty, on peut ne pas avoir que des applications comme ça. Typiquement, des fois, le client veut qu'on teste l'intégralité de son domaine, donc étoile.example.com par exemple, où là, ce sera bon qu'une seule case pour le coup dans le scope, parce qu'après, ce sera au hunter avec différents outils et techniques de trouver les noms de domaine, dont on parlera aussi après. Et ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui est disclaimer. Typiquement, un disclaimer qu'on retrouve sur 99% des scopes de Bug Bounty. C'est ce qui concerne les vulnérabilités de déni de service qui sont interdites évidemment, puisque même si c'est de la pré-prod, si un hunter fait un déni de service, c'est embêtant pour la plateforme, surtout si c'est de la prod et qu'il y a des clients derrière. Et une deuxième règle qui revient aussi généralement, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher aux données des clients. Typiquement avec des vulnérabilités, des fois c'est possible de récupérer ou de changer les données des clients, et dans ces cas-là, le programme nous demande formellement de ne pas toucher à ça, puisque derrière eux, ça leur fait un impact métier qu'ils n'ont pas envie d'avoir, et c'est justement pour ça qu'ils font un programme de Bug Bounty. Et ce serait dommage qu'un hunter, par une erreur d'inattention, change les données d'un client qui pourrait se plaindre après derrière. Et on a une dernière partie qui est donc la notion de qualifying vulnerabilities. C'est en gros le client va dire voilà, moi ce qui m'intéresse c'est cette liste de vulnérabilités, et il va dire aussi ces vulnérabilités là, donc les non-qualifying vulnerabilities ne m'intéressent pas, je veux pas en entendre parler. Et du coup si on reporte cette vulnérabilité là qui est dans les non-qualifying vulnerabilities, le client nous dira
ok merci, mais je m'en fiche, j'en veux pas, donc je n'accepte pas ton rapport. Maintenant, il y a des choses sympas dans les programmes qui se font, c'est qu'ils nous challenge. Par exemple, le dernier en date que j'ai eu, c'était un programme assez sympa, qui te challenge, qui te dit: «Écoutez, voilà, on a quelques scénarios, et les scénarios qu'on a, c'est par exemple, si vous arrivez à déchiffrer une donnée, dans la base de données, la modifier, vous avez tant, le max reward. Si vous arrivez à extraire des données, vous avez ça», et cetera, quoi. Donc c'est vraiment intéressant, c'est que maintenant ils nous challenge. Tu trouves ta vulne et tu m'as dit, alors Worthy t'a dit le client te paye en fait en fonction de la vulne. Mais c'est le client lui-même qui décide de la sévérité de la vulne. Il y a pas, c'est pas la plateforme qui fait du triage. Comment ça se passe tout ça en fait? Une fois que j'ai trouvé ma vulne, qu'est-ce qui se passe? Alors ça dépend des plateformes en question parce que des fois, tu as le client final qui fait le triage lui-même ou tu as la plateforme qui propose, de le faire. Alors, moi, j'ai pas trop de visu là-dessus parce qu'en fait, ça fait partie, on va dire des services que la plateforme propose, mais oui, soit tu as le client final qui fait lui-même son triage avec son équipe ou sinon, par exemple, on va dire pour épauler, aider un peu la team, en question du client, tu as la plateforme qui propose de faire le triage, qui trie les rapports en question et qui dit: «Bon voilà, ça c'est qualité, ça non», et cetera. Moi je n'ai pas trop de visu là-dessus parce que je pense que c'est plus du côté de la team en question, enfin de la plateforme qui propose ce service-là. Donc j'ai pas trop de visu. Je sais pas pour toi, Worthy, si tu en sais plus à ce sujet-là? Non, non, c'est pareil que toi en fait, on peut pas savoir si c'est, le client final qui va triage ou si c'est Yes ou Yak. On n'a pas de visu là-dessus. Après je pense que, pour revenir à ta question Nouveau, l'évaluation de la sévérité d'une vulnérabilité, évidemment elle revient au client final, même si, du coup, ça arrive quand même assez souvent qu'on discute avec le client, puisqu'il baisse la vuln, mais nous on n'est pas d'accord. Du coup, on va revenir dessus, reprendre les spécifications CVSS, puisque c'est là-dessus que le calcul de sévérité est basé, et discuter avec le client en lui disant: «Bah non, regarde, moi avec la vuln je peux faire ça, donc si on prend les grilles en fait ça donne ça et du coup c'est plus haut», c'est un petit jeu de calcul avec le client, mais ce sera toujours lui qui aura le dernier mot, en tout cas sur Ça c'est vrai. ton bug, Pour pas prendre 50 € sur une vulne critique, quoi. par exemple. Ça arrive. Il y en a Ça qui arrive. se font rémunérer 50 € pour une SQL injection. Ouais. Ça c'est un petit clin d'œil. Oui, joli clin d'œil. Je me permets 2 secondes de revenir. Il y a eu une question dans le chat quand j'ai parlé des dénis de service. La question c'est: est-ce que si tu démontres qu'une vulne de type déni de service est présente, ça compte, ou il faut forcément exploiter la vulne pour qu'elle soit comptée? Je pense que dans le cadre d'un déni de service, si par exemple tu as un endroit où l'application elle va évaluer une regex et où là c'est sûr que il y a un truc, je pense que tu peux te permettre de le report sans le POC en disant bah voilà, c'est juste évident qu'il y a le truc, et après charge au client de son côté de vérifier. Mais ouais, généralement vraiment le DOS c'est enfin déjà moi j'en ai jamais report personnellement, mais J'évite de faire ça, moi, c'est pas mon ouais, truc. pareil. C'est à éviter parce que tu sais pas quelles conséquences ça peut avoir. Il y a pas de pour moi, je vois pas où est pour moi, c'est pas intéressant de faire ça. Il y a. Alors, ça tombe bien, on a quelques questions sur la partie historique, on va dire, du Bug Bounty. Ce que vous venez de dire, là, j'ai l'impression que ça touche un peu à l'ancienne cyber, on va dire, quand il y a des gars qui faisaient du pentest un peu sauvage, un peu en mode Great, qui essayaient d'attaquer des scopes, de trouver des vulnes et ensuite de les report éthiquement en contactant les entreprises et qui essayaient d'obtenir quelques bounties comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une idée que je me fais. J'ai l'impression qu'il y a 15-20 ans, il y avait quand même pas mal de gens qui chassaient en sauvage sans qu'il y ait de cadre légal autour bien Oui. ficelé. Est-ce que déjà c'était une réalité à l'époque? Est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que le bug bounty du coup a remplacé ça? L'avantage des plateformes de bug bounty, après il faut savoir que la primo bug, on appelle ça, c'est très ancien. Ça date, si mes souvenirs sont bons, de 1995. C'est un ingénieur qui travaillait au sein de Netscape qui, pour encourager ses ingénieurs, son équipe, a eu l'idée de faire des primo bugs. C'est-à-dire que si tu trouvais des bugs dans le code ou autre, c'était Netscape à l'époque et tu étais récompensé. C'est venu de là.
c'est venu pour une récompense au bug au début. Après, c'est parti un peu dans le côté, bon, j'ai pas tout l'historique, hein, en tête. C'est parti un peu du côté où, c'est vrai que pendant pas mal d'années, comme tu disais, il y avait des mecs qui s'amusaient à trouver des vulnérabilités et dire: «Ah bah tiens, j'ai trouvé ça, rémunère-moi». Faut savoir qu'en France, si tu fais ça, tu peux avoir de gros problèmes. C'est totalement interdit. Je connais pas la législation sur les autres pays, mais je sais qu'en France, si tu fais ça, tu es vite recadré. Je dis ça parce que j'ai eu, une fois, entre parenthèses, une mauvaise expérience, j'ai cru bien faire, parce que j'ai trouvé que c'était un truc évident, quoi. J'ai contacté les équipes en question, j'ai jamais été, je voulais pas un reward, c'était juste pour les prévenir. Donc pour dire que oui, voilà, c'est bien structuré dans le cas du bug bounty, c'est vraiment légal. Si tu t'amuses à faire ça à l'extérieur, comme ça, tiens, je vais attaquer telle société, j'ai trouvé ça comme faille chez vous, en France, tu auras de gros problèmes. Et il vaut mieux que ce soit encadré parce que t'as quand même accès tu peux avoir accès à des informations critiques des fois. Hein. Exactement. Et du coup, alors, Worty, tu répondais sur le déni de service là juste à l'instant. Du coup, ça veut dire que le déni de service n'est jamais testé chez les entreprises parce que côté pentest, on le teste pas normalement. Enfin, on le teste pas. À chaque fois, c'est aussi exclu. Du coup, ça veut dire que toutes les boîtes n'ont aucun test sur la partie déni de service, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi? Bah, pour moi, si c'est dangereux, mais en fait, c'est une vulne qui est tellement aussi critique à tester, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pas savoir les répercussions, que c'est plus au client de s'en rendre compte qu'il en a une que de faire ça. Et en fait, le client, je pense qu'il se protège de ça aussi, typiquement parce que s'il y a un hunter qui achète 100 000 VPS et qui DDoS le truc et qui le reporte en DOS, bah du coup, oui, évidemment que ça marche, mais il y a rien à faire dans ces cas-là, quoi. Non, ce que le client appelle déni de service aussi, c'est ce qu'on va dire le one request déni de service, c'est-à-dire qu'en une requête, on est capable de faire tomber la plateforme directement. Mais du coup, ouais, c'est une bonne question et j'ai pas la réponse pour être franc. Iker, je sais pas si. Moi non plus, je l'aurais pas. Très bien. C'est vraiment pas le genre de choses que j'ai l'occasion de tester et de faire. Non. Désolé. Non, mais ça veut dire que la question est intéressante et qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça et bon, on les trouvera, Ok, alors ça parlait triage. Je vois que dans le chat aussi il y a des questions sur la partie triage. On va rester un petit peu là-dessus. Pour vous, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais triage et quelle influence ça peut avoir, que ce soit sur les hunters, sur la plateforme, sur le client, peu importe. Alors moi j'ai une petite expérience de triage, mais ça a été sur une plateforme très connue, c'est HackerOne. Et c'est vrai que des fois tu te poses des questions sur, bon c'est méchant à dire, mais sur les compétences de la personne en face. Oui. Il arrivait de remonter des vulnérabilités qui étaient, tu la vois même une personne, tu le vois devant toi et le mec il te baisse le scoring et il te dit non, il te refuse ton rapport ou des choses comme ça. Ça arrive. Mais souvent sur cette plateforme-là. Les autres plateformes, j'ai pas eu trop de problèmes comme ça. Mais pareil, ouais, sur HackerOne, exactement pareil que Iker, j'avais remonté une vulnérabilité qui permettait de, en fait, avec une injection qui permettait de récupérer les reset token password. Mais du coup, dans les règles du programme, c'était marqué comme j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas le droit de toucher aux données du client. Donc, leaker un reset password token d'un client, il n'y a pas le droit non plus. Donc, j'avais POC en mode, voilà, ça marche, mais j'irai pas plus loin jusqu'au bout. Et le triager avait dit, ah oui, mais du coup, ça marche pas. Il avait fermé mon rapport et il l'a plus jamais rouvert. Voilà, le problème c'est ça. Alors, nous, on a eu le cas pendant la Coupe du Monde, on avait trouvé une vulnérabilité Coupe du Monde Bug Bounty. On avait trouvé un truc, je sais pas si tu te souviens, Worty, un truc assez. Les mecs, ils avaient trouvé quelque chose d'assez critique. Et ça a été vraiment. Là, tu te rends compte que finalement, ils auraient dû aller vraiment beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que les mecs en face, ils ont baissé le scoring alors que pour nous, c'était évident. Vous avez aucun recours dans ces cas-là? Malheureusement, non. Malheureusement, c'est pour ça que moi je me permets dans mes recherches et tout, dès que je peux aller beaucoup plus loin et montrer un impact vraiment critique, j'hésite pas à le faire. Comme ça, là, on pourra pas discuter. C'est ce que je fais. Comme ça, les mecs, on discute pas. Tu vas jusqu'au bout de l'exploit pour montrer que c'est vraiment critique en fait. Tout à fait.
je le démontre, je le fais. Moi, c'est vraiment ma façon de fonctionner et jusqu'à présent, je touche du bois, hein, ça fonctionne. C'est-à-dire, ça m'est arrivé qu'une fois, c'était sur HackerOne avec, et là, les gars, je me suis dit plus je me suis dit: «Bah, écoute, ce que je fais, c'est que je vais au max et comme ça, ils pourront pas discuter. Tu pourras pas dire non». Et tu te mets pas en danger ça. Est-ce que tu risques pas, à force de pousser, de taper hors scope ou je sais pas, et qu'il te dégage Non, je vais jusqu'au bout, si je récupère un shell sur la machine, ils peuvent pas discuter. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si je peux aller jusque-là, Nous, en l'occurrence, sur la vulne qu'on avait avec les gars, en fait, c'est le client qui nous avait envoyé un message en mode bah on vous voit, arrêtez, c'est trop critique, arrêtez-vous ici s'il vous plaît. Donc en fait, on n'avait pas pu pousser et le client nous avait promis de rate la vulne au max que Il eux l'a ils pas allaient fait. identifier de leur côté. Et vu comment ça a été traité, ça a pas Et été si je dis pas de bêtises, je me souviens bien, c'était 200 000 €. 200 000 € la crit. 200 000 € la crit, c'était, hein. Ah ouais. Ouais, Voilà. c'était chaud. Et ils ont eu 8 000, je crois, ouais. Ouais, 8000 à 4. 8 000, 8 000, ouais. 8 000. Ok. Ah ouais, à la place de 200K, ouais, c'est oui. Alors que franchement, c'était évident. Moi, j'aurais été plus loin. Mais Malheureusement, du coup, ouais. il y a clairement une pression de la part du client à baisser la criticité pour pas pomper tout son portefeuille de vulnes. C'est pour remarque, enfin moi personnellement je le remarque, c'est pour ça que comme je disais, après je conseille à ceux qui peuvent, c'est de montrer vraiment la criticité de la vulne si t'en as une, comme ça ils pourront pas discuter. Hmm. Après là, le cas de la Coupe du Monde, je pense qu'ils ont été un peu trop gentils. Moi j'aurais été jusqu'au bout. Eux ils ont dit ouais mais j'ai compris. Et c'est côté voilà ouais les gars attention, ça risque d'aller loin, c'est critique comme données. Mais ils l'auraient fait et les mecs ils auraient pas pu dire non. C'est ça. Et en fait, Ouais, par respect pour le client, et oui voilà c'est ça. on avait décidé de De ne stopper. pas aller jusqu'au bout, de stopper, de se dire, faire confiance au client en se disant c'est bon, il va faire le truc de son côté. C'était pas le cas. Et ça, c'est spécifique à certains programmes, à certaines plateformes, à certains triageurs. Enfin, parce qu'il y a un espèce de pattern là-dedans. Je crois savoir qu'il y a des programmes, de toute façon, personne n'y va puisque c'est des mauvais payeurs. Et est-ce que c'est spécifique à des plateformes aussi? Enfin, sans vous mettre en porte-à-faux. Perso, pour moi, je dirais oui. C'est vraiment spécifique à une plateforme, ou peut-être deux, où ce genre de cas arrive très souvent. Je suis d'accord avec Iker. Ça arrive plus souvent sur des plateformes que d'autres. Mhm. Malheureusement, c'est comme ça. Mais quand ça arrive, ouais, c'est un peu dégoûtant et puis ça donne pas envie de re-hunter dessus, quoi. Ah, c'est sûr. Après, je pense qu'aussi la plateforme est très grande. Bon, on parle d'HackerOne, on va pas se cacher. La plateforme est très grande, donc il y a énormément de. Bon, c'est une grande équipe de triageurs, je pense. Il y a beaucoup de monde derrière. Voilà, je pense que ça se perd dans les process, quoi. Alors il y a une remarque intéressante dans le chat, mais au final un client qui downgrade toujours les vulnes, il perd en crédibilité et perd de hunter. Oui, clairement. Oui et non. Il va perdre des hunters, oui, Oui. c'est sûr, mais il y en aura toujours qui vont s'amuser à bosser sur le programme. Oui, c'est sûr. Mais après, Donc pour lui, il s'en moque. c'est pas faux. Mais étant donné qu'on commence à avoir, notamment avec les serveurs Discord de Blacklist, etc., une commu qui se regroupe un petit peu, quand un client paye mal, on essaye Ouais, de pas donner le nom des scopes, mais on s'en doute, quoi. On s'en doute, ouais. Et malheureusement des scopes qui payent encore des SQLiers à 50 €. À 50 €, ouais. Et ça arrive souvent. Puis enfin, celle-là, je l'ai vu 2 fois. Mais du coup, ils sont pas blacklistés, ces programmes-là. Oui et non, parce que bon, il y a l'aspect financier, d'accord, mais après tu as aussi un autre aspect, c'est, qui est intéressant aussi également, c'est bon, OK, tu as pris 50 € sur une SQL injection, mais derrière tu as pris, beaucoup de points, donc tu vas monter dans le ranking de la plateforme qui dit, si ton rank il augmente, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois plus d'invitations, donc c'est entre parenthèses à double tranchant. Il aura eu 50 € pour sa SQL injection, mais si bien il va recevoir 2 autres programmes hyper intéressants où il va trouver d'autres choses dessus. C'est à double tranchant. Faut pas enfin ça, c'est vraiment le cadre où tu fais du bounty pour t'amuser, où tu t'en moques un peu de. Voilà. Mais si tu fais ça à plein temps, en full time, je pense que tu passeras pas plus de temps là-dessus.
tu vas regarder la grille de reward qu'offre le programme, et si tu juges que ça c'est suffisant pour toi, là tu vas dire ok, là c'est intéressant que je passe par exemple un mois sur ce programme-là, s'il me rémunère à 5 000 € la critique. Si tu vois une crit à 500 000 €, tu vas dire non, je vais pas passer une semaine là-dessus. Enfin, un mois, pardon. Ok, alors c'est intéressant ce que vous dites. Je partais pas là-dessus initialement, mais on va creuser, c'est pas grave. Je vois passer dans le chat la création de la Confédération Générale des Hunters. Sans blague, par contre, c'est quelque chose qu'on avait évoqué. Alors, je sais plus si c'était avec la Lucas ou avec Zax et Doomer, mais on avait déjà parlé. Est-ce qu'il y a, en rigolant un peu, un syndicat des Hunters qui s'est formé en France ou autre? J'ai entendu l'initiative de Blacklist, du coup, de regrouper un petit peu la communauté, etc. Est-ce que c'est pas justement ça qu'il faut, histoire que les Hunters soient pas, j'ai envie de dire, un peu maltraités comme ce qui a pu se passer par exemple avec Uber ou avec ce genre de plateforme? Alors pour moi non, parce que normalement, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, enfin moi, d'un point de vue personnel, c'est eux qui sont demandeurs, c'est eux qui ont entre parenthèses besoin des hunters. C'est pas les hunters qui ont besoin de eux pour vivre, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec qui fait aujourd'hui du bug bounty, il peut très bien faire autre chose à côté. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités dans ce métier-là. Donc ça va leur porter préjudice, parce que si à force les mecs ils vont dire bah écoute, pourquoi je vais hunter si le mec il me donne rien, si je fais ça dans l'ombre j'en fais plus. Ouais. Mais après c'est vrai qu'on entend de plus en plus de personnes qui sont pas satisfaits. Moi ce que je leur conseillerais dans ce cas-là, c'est t'embête pas, il doit y avoir d'autres programmes beaucoup plus intéressants, perds pas de temps, perdre de l'énergie à échanger des mails parce qu'à la fin tu sais que c'est le client final qui aura gain de cause. Pourquoi? Parce que la plateforme a besoin de ces clients-là pour vivre, elle a besoin des hunters également, mais elle a plus besoin des clients que des hunters. Parce que bon, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Forcément, elle va caresser dans le sens du poil le client final. Ok, donc pour toi c'est plus le marché en fait qui va réguler ça organiquement au bout d'un moment, quoi. Oui, tout à fait, Oui, clairement. tout à fait. Moi, j'ai pas trop de problèmes. Après, ça dépend. J'en ai eu un ou deux. Parce que tout le monde a eu des problèmes, mais des fois, je vois des personnes qui en ont tous les jours. Je me dis, il y a un truc. Parce que finalement, le bug bounty, ça reste du business entre le client et les plateformes, etc. Donc ce sera toujours ça qui fera foi au final. Mhm. Ça me pose la question quand même, parce que tu disais, bon, bah, l'argent, ça peut être un moteur, mais pas que. Il y a aussi le côté points sur la plateforme, il y a peut-être aussi le côté fun, et puis peut-être le côté je vais entraîner, L'adrénaline. etc. L'adrénaline, tout ce genre de choses. Mais c'est quelque chose que je voulais aborder un peu plus tard, mais j'aimerais bien l'aborder maintenant. En fait, c'est quoi les critères de sélection pour vous pour choisir un programme? Alors, tu veux commencer, Worty? Non, vas-y. Alors moi, perso, il faut que l'application me plaise, sinon je travaille pas dessus. Donc déjà, je regarde un peu ce que l'appli, qu'est-ce qu'elle offre, le client. Après, je vois les critères, et après, je vois les rewards. C'est pas la première chose que je vais regarder. C'est pas vraiment les rewards que je vais regarder en premier. C'est vraiment plutôt un peu sur si le programme, par exemple, il te challenge. Moi, je trouve ça super intéressant quand il te challenge le programme, parce que si bien j'ai des exemples où les mecs ils disaient écoutez les gars, si vous arrivez à faire ça, je vous donne 20 000 ou plus. Et là, tu te dis putain, les mecs ils te challenge et compagnie. Et c'est des challenges que tu as envie de. Voilà, quoi, ça te donne envie. Ah, forcément, il y a le reward, ça c'est pour les hunters qui font ça full time. C'est sûr que ça c'est plus bénéfique pour eux. Comme Blacklist, je pense que lui il travaille essentiellement sur des programmes qui rémunèrent beaucoup. Il passe énormément de temps. Mais voilà, moi c'est un peu ma façon de faire. Je sais pas pour toi, Worty, ce que t'en penses. Ouais, moi c'est pareil. Moi, quand j'avais commencé le bug bounty, c'était pour découvrir un peu ce que c'était. Je voyais pas forcément l'aspect financier derrière, parce que quand j'ai commencé, j'étais encore étudiant, j'étais en alternance, donc j'avais un salaire en fait au final. L'aspect financier rentrait pas en compte, c'était vraiment l'aspect est-ce que c'est marrant de faire ça? Est-ce que ça va être intéressant aussi? Et est-ce que je vais prendre du plaisir? Parce que je sais pas, aller auditer une appli où typiquement le genre d'appli où il y a 50 000 rôles, 50 000 users, 50 000 machins, c'est des applis très intéressantes, mais à comprendre c'est long. Et moi par exemple, en tout cas c'est pour ma part, je sais que j'aurais pas trop de plaisir à faire ça, alors qu'une appli où c'est un front, une API avec des fonctionnalités, des machins, j'ai plus
plus attiré par ça. Et évidemment, après, je regarde la grille de reward, parce que si c'est 5 € la crit, c'est que je peux m'acheter un kebab avec une SQLI, bon. Voilà. Ouais, Oui, je suis un peu. Ou un tacos. Non, mais je suis un peu comme Iker. Je vais d'abord regarder plus le côté fun et après le côté reward, parce que c'est un peu comme tout dans la vie. Enfin, on peut travailler sur un truc parce que ça paye beaucoup sans que ça nous intéresse, mais en fait, on va pas pouvoir y passer des semaines parce que ça va juste nous saouler à mort, quoi. Après, c'est plus sympa quand ça te plaît, quoi. Quand tu prends du Clairement. plaisir. Et Clairement. après, oui, le reward, c'est le bonus, c'est la récompense, c'est vraiment le truc, c'est ouais. C'est là où il y a une différence aussi avec, si je reviens sur la première question avec le pentest, c'est en bug bounty, tu choisis aussi ta target. Alors que quand tu es en pentest, bah, c'est ton entreprise qui te dit bah voilà, telle semaine, tu as tel client et tu pas le choix. Ouais. Si l'appli en question te plaît pas, tu peux changer. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ok. Alors, on va creuser toute cette partie-là un poil plus tard. Je vais juste revenir un petit peu sur le principe de bug bounty en tant que tel. Est-ce qu'il y a on va dire des limites à la pratique du bug bounty? Est-ce qu'il y a certaines choses que le bug bounty ne peut absolument pas faire ou en termes de sécurité vraiment? Et seconde question, mais qui va avec aussi, est-ce que vous avez des exemples concrets de programmes qui ont mené à des améliorations flagrantes dans une entreprise? Je ne sais pas, si vous avez des exemples techniques, c'est avec plaisir. Bah, pour moi, le bug bounty peut couvrir à peu près tout, sauf tout ce qui est TI interne, TI quoi, donc tout ce qui est Active Directory, etc. Tu vas pas ouvrir un VPN pour 20 personnes dans ton entreprise, etc. Donc pour moi, ça va vraiment rester du côté du pentest. Mais à part ça, comme je l'ai dit au début, on peut avoir des scopes de web, Android, iOS. Il y a le scope de Tesla sur Bugcrowd, il y a de l'hardware. Enfin voilà, il y a à peu près tout faire. Bon, il y a aussi tout ce qui est industriel, donc Pentest Indus, où je pense que je sais même pas si ça existe. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Mais ouais, il y a très peu de domaines que le bug bounty peut pas couvrir, mais il y en a. C'est pas que du web, quoi. Il y en a beaucoup, énormément, mais tu peux faire aussi autre chose que du web. Ok. Et en exemple du coup de remédiation de, je sais pas, peut-être des programmes auxquels vous avez participé, vous avez trouvé à un moment une chaîne d'exploitation, vous faites le report, est-ce que vous avez déjà constaté des améliorations directes sur le scope d'un client? Oui. Ouais. Oui. Oui, j'ai remonté des bugs et après c'était les bugs que j'avais remontés, ils sont tous passés hors scope. C'est-à-dire que voilà. Oui, ça arrive après où tu as des fonctionnalités dans l'application et que les mecs ils s'attendaient pas à ça et qui changent l'application, qui disent attention ça vous changez pas, ça on le sait, c'est vulnérable, c'est hors scope. Après oui, moi j'ai un programme que j'aime beaucoup, donc l'application est souvent mise à jour et après je vois qu'il y a vraiment là c'est beaucoup plus ardonné, ils font j'ai eu l'occasion de lire le code, non une autre. Ok. Parce que voir tu me poses la question. Où tu te rends compte, parce que après j'ai eu accès au code et j'ai vu que les mecs faisaient plus gaffe, ouais, il y a une amélioration, ouais. Et la Ouais, preuve, c'est de plus en plus dur de trouver des vues sur ce programme-là, mais on en trouve encore. Et Ouais. encore une chose rigolote, c'est que sur ce programme-là en question, ils sont montés vraiment en maturité côté sécu. Je me dis franchement, c'est très dur de trouver des vues dessus. Et pour challenger encore plus, ils ont monté les rewards. Et là, je crois que maintenant, ça va jusqu'à 50 000 € la critique. Donc tu vois, ils te motivent encore plus. Mais c'est beaucoup plus dur. Et oui, il y a un scope qui revient, celui dont je viens de te parler, Iker, qui revient tous les ans sur une plateforme de bug bounty. Chaque année, ils sont là et ils réinvitent à peu près les mêmes personnes. Et il y a toujours de la vulnérabilité, mais on sent que ça grimpe un peu en maturité côté du client, et ça se voit puisqu'ils avaient commencé, j'ai plus les chiffres en tête, on va dire avec une crit à 500 et l'année d'après c'était 1000, 2000, 3000 et ça augmente puisque forcément en fait à coup de pentest et de bug bounty tu finis par avoir une app qui est solide. Qui est solide, tout à fait. Ok, intéressant. Alors, Warty, tu viens de dire un truc qui fait tilt. On n'a pas parlé des programmes publics, privés, etc. Comment ça se passe tout ce
cette partie programme, déjà, est-ce qu'il y a un standard que les entreprises utilisent pour définir un programme de bug bounty ou pas du tout, ça se fait par le marché. Et ensuite, qu'est-ce que c'est l'histoire des programmes privés publics? Je pense qu'une entreprise, tant qu'elle n'a pas un niveau de maturité très haut, elle n'osera jamais mettre son programme en public, puisque qui dit mettre un programme en public dit être attaqué tous les jours. Donc après, l'entreprise, faut qu'elle puisse faire la différence entre des attaques légitimes des hunters, mais aussi des attaques illégitimes de personnes qui en fait sont juste passées par là pour péter le truc. Donc pour moi, il y a vraiment, pour moi, les scopes qu'on peut voir publics comme Doctolib ou des choses comme ça, c'est il y a eu énormément de travail dessus avant que ça passe en public. En public, je sais qu'avant Doctolib avait des programmes privés, etc. Et c'est, je pense, au bout d'un moment, quand on considère avoir atteint un niveau de sécurité qui est plus qu'acceptable, là, on se permet de le mettre en public. Mais ça n'empêche pas de trouver des vulnérabilités sur un programme public. Clairement. Ça n'empêche pas. Le cas de Doctolib, ouais, justement, la veille qui passe en public, on avait trouvé des belles vulnérabilités dessus. Mais c'est très mature maintenant. Ok. Allez, on fait quelque chose. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se disent, tiens, on prend le top 50 de telle plateforme et on invite tout le monde pour taper l'appli en privé? Est-ce que c'est un peu au hasard? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Alors ça, perso, c'était pareil. Ça fait partie vraiment du service des plateformes en question qui peut-être connaissent un peu les hunters au fil des années, un peu leur spécialité, etc. Donc des fois, il m'arrive par exemple moi d'être invité à un programme et tu as d'autres personnes qui ont un accès à un autre programme, tu vois. Donc je sais pas trop comment ils gèrent ça, mais normalement, enfin, je sais pas, peut-être qu'ils regardent un peu l'activité, si tu es très actif, si tu es peu actif, je sais pas. Ou ils font un pool au random, ils prennent une trentaine, quarantaine de hunters, ils disent tiens, on va les inviter eux. Je sais pas comment c'est géré auprès des plateformes. Ouais, j'en ai aucune idée non plus. J'ai essayé de comprendre comment ça marchait, mais jamais réussi à guess la formule qui se passe là. On va être obligé de leur poser la question nous-mêmes alors. Je pense, ouais, tu devrais les inviter, leur poser la question. Hein, oh zut! Parce que des fois, ils invitent des copains avec des super programmes avec beaucoup de vues et toi, t'es tout seul. Et moi, je suis tout seul, je suis pas invité. Alors que je les vois, SQLI, RCE, je suis putain, les gars. Ouais, c'est quelque chose qui est assez rigolo, c'est qu'il y a quand même une sacrée, comment dire ça, une sacrée discrétion en fait. J'ai déjà entendu certains hunters discuter entre eux. Ils restent hyper discrets en fait sur les programmes sur lesquels ils hunt en général, et je trouve qu'il n'y a pas ce côté d'aller brague un petit peu. Est-ce que c'est vraiment une impression ou est-ce que les NDA ils sont vraiment respectés? Oui, t'es un peu obligé, enfin t'es même obligé, ça fait partie même du contrat que tu signes entre toi, la plateforme et le client final. C'est que par exemple, tu travailles sur une application, tu dois pas divulguer son nom, etc. Aucune information. Et oui, ça c'est très respecté dans la communauté et tant mieux. Tant mieux, ouais. Même si on dit, voilà, on comprend un peu, puisque maintenant on connaît les applis, on sait un peu ce qu'il y a sur les plateformes, donc on peut deviner quoi. Mais non, mais on parle pas littéralement de ce qu'on trouve, etc. On n'échange pas les rapports entre nous. Non, chose de non. Je suis d'accord. Si tu commences à faire ça, tu romps en fait le contract avec la plateforme et le client final. En parler et le client final aussi. À part les plateformes comme HackerOne où après discussion avec le client, le rapport peut être disclos. Ce qui n'est pas le cas sur YesWeHack typiquement. Non. Donc non, vraiment ça c'est très respecté puisque sinon tu peux vite te retrouver dans la banni sauce. De la plateforme. Faut rester poli. Ouais, tout à fait. Tu peux être banni de la plateforme. Ouais. Donc ça veut dire que les failles qui sont remontées, elles sont pas disclos après quoi? Non. Jamais. Sauf si tu demandes au client et qu'il te dit oui. Voilà. Mais de toute façon dans les règles du programme, c'est écrit attention, on divulgue pas les informations, vous ne dites rien quoi. Ok, alors attends, du coup c'est un peu étrange parce que, bon ok, enfin tout ça tient avec de la confiance, ok, pas de souci. Imaginons, toi tu trouves quelque chose sur un produit qui est
qui est connu du grand public. Ok, t'es sous NDA. Qu'est-ce qui nous dit qu'en fait, il n'y a pas des hunters qui font leur taf de bug bounty d'un côté, qui de l'autre côté vont aller sortir des CVE en réutilisant les mêmes connaissances, voire même vont peut-être proposer des pentests chez des clients en réutilisant les mêmes vulnes. Enfin, tu vois, en fait, la barrière, là, finalement, j'ai l'impression que c'est que de la confiance entre le hunter et la plateforme. Est-ce que c'est pas un peu léger parfois pour certains scopes qui sont peut-être sensibles? Enfin, je sais pas, il y a pas des problèmes avec tout ça? Je pense que oui. Moi, j'ai un exemple en tête parce que je sais que c'est sorti du cadre d'un bug bounty. Je pourrais pas citer le nom de la plateforme ni le client final. Il y avait une vulne qui tombait, c'était une open redirect sur une plateforme. Et quelques jours après, ça a fait du bruit de partout sur Twitter et compagnie. C'était une boîte française, donc tout le monde a été impacté. Enfin, ça a fait beaucoup de bruit. Mais je pense que oui, il doit y avoir des gars qui, malheureusement, revendent le truc, ou peut-être qu'il a été vexé, ou je ne sais quoi. Ouais, ça peut arriver. Ok, petit silence de Morty qui veut pas lâcher le mot. Ouais, non, ça peut arriver, ouais. Mais la limite, ouais, c'est de la confiance. Et c'est, après, si tu trouves on va dire quand tu trouves une 0 day, généralement, en fait, les programmes la prennent pas. Non, ça dépend. Il y a quelques programmes sur YesWeHack qui la prennent, mais je peux pas citer. Ils la prennent. Ouais. Mais c'est moi, j'en ai vu 2 qui prenaient les 0 day. Et sinon, le client dit c'est pas de notre responsabilité. En fait, le hunter doit aller porte à la solution concernée. Et derrière, attendre typiquement la politique sur certains scopes, c'est 90 jours après la divulgation de la 0 day. Et si après 90 jours, c'est toujours pas patché, là, par contre, on peut la report derrière. Il y a une grosse vague Log4j, je sais pas si vous savez, Log4Shell, qui était très sympa. Et tu avais des programmes bug bounty uniquement dédiés à ça. Ah oui, carrément. Okay. Ouais. Okay. Ouais. Bon, je pense que la question de Lotus était aussi, en fait, j'imagine que vous n'avez pas le droit de hunt si vous êtes par ailleurs pentester sur le programme en question. Et si, tout à fait. Ah, tu peux. Donc ça veut dire que tu peux. Ah oui. Par exemple, tu travailles pour ta boîte et qui a un programme bug bounty, forcément, tu ne pourras pas chasser dessus. Ok. Donc je peux pas pentester pendant la semaine une boîte et puis le week-end. Non. Non. Alors, sinon ça crée un trop gros conflit d'intérêt derrière. Bien sûr. Si tu trouves des vulnes en pentest et que tu te dis allez, celle-là c'est une crise, je la garde et je la reporte ce soir, non, c'est pas possible. Et non. Et l'inverse, est-ce que ce serait possible en fait? Dans le sens où tu pourrais hunt sur un programme et par hasard en fait tu te retrouves à devoir pentest dessus plus tard. Ça vous est déjà arrivé ou? Alors moi non, parce que j'ai pas fait beaucoup de pentest en même temps que de faire du bug bounty, mais je sais pas si Kert t'as eu l'occasion d'expérimenter ça. C'est-à-dire? En gros, tu hunt, je sais pas, sur Google par exemple, et après t'as un pentest à faire pour Google, tu vois. Non, ça m'est pas arrivé, non. Et je pense que ça peut arriver et que en fait, dans ces cas-là, vu que ça devient ton client côté entreprise, tu dois arrêter de hunter dessus. Tout à fait. Et dans les règles du programme, ils te disent de suite si t'as affilié ou autre, c'est interdit. C'est ça, ouais. Généralement, c'est marqué si vous êtes membre de l'entreprise ou que. Ou un membre de ta famille. Ou un membre de ta famille, ou que vous avez été employé par X services tiers pour travailler pour nous, vous n'avez pas le droit de hunter dessus. Ouais, ce qui est un peu normal, oui, parce que derrière, si tu travailles dans la boîte, ça veut dire que tu as accès au truc et que tu peux avoir beaucoup plus d'informations qu'un hunter. Enfin, voilà. Après, ça fait des gros conflits d'intérêt. Ouais. Après, on connaît tous des histoires où il y a des gars qui ont bossé, notamment aux États-Unis, pour des boîtes, et puis derrière, une fois qu'ils sont partis de la boîte, ils ont été hunt sur la boîte en question. Même pire que ça, il y a un exemple sur HackerOne, on répète encore, un triageur qui refuse un report, il le refuse, et par contre, il le prend et il va jouer sur une autre plateforme sur le même programme. Ah. Ouais. Ils sont forts, ces Américains. C'est malin, voilà, on va être poli, hein, c'est très malin. Ouais.
Ouais, il y a une question intéressante là, c'est si tu trouves une vulne côté API, tu vas report sur tous les clients qui utilisent l'API et qui ont un proc de bug bounty. Bah, si t'attends les 90 jours et que les API sont pas patch et qu'ils ont un problème de bug bounty, tu sprays et tu reportes. C'est le jeu aussi. Tout à fait. C'est le jeu aussi, c'est typiquement l'exemple qui a été donné, Log4j. Il y a eu des milliers de rapports, je pense, en rapport avec cette vulne-là, qui sont passés parce que bah, c'est rentré dans les clous. Quoi. Ok, intéressant. Oui, et on avait l'épisode avec BZ Hunt, justement, il nous en avait parlé. On reparlera un petit peu tout à l'heure des tactiques et de la technique, mais eux, ce qu'ils nous disaient, c'est que des fois, ils cherchaient vraiment une vulne sur un programme en particulier, sur une application en particulier, et une fois qu'ils le trouvaient, ensuite, ils sprayaient un petit peu partout sur tous les programmes. Ouais. Je l'ai fait, ça aussi, je l'ai fait aussi, ouais. J'avais trouvé un beau truc sur une appli. Après, je cherchais un peu partout, il y en avait partout. Enfin, il n'y en avait pas partout, mais il y en avait beaucoup. Et après, j'ai balancé l'exploit en public. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ouais, on va revenir un petit peu sur le côté légal pour être bien certain de ce qu'on fait. La partie légale, alors... Donc là, on est dans un système où il y a 3 parties. Il y a le client, il y a le hunter et puis il y a la plateforme. Au niveau légal, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en contrat uniquement avec la plateforme et c'est la plateforme qui est en contrat avec le client? Qui c'est qui définit le scope légal? Si jamais il y a un problème à un moment dans l'opération, qui va être responsable de quoi? Tu veux que je réponde? Ouais, je peux immiscer la réponse, mais je Vas-y. n'aurai pas du tout toutes les réponses. Bon, déjà, le hunter est en contrat avec la plateforme. Il n'a pas de contrat avec le client final, c'est transitif par la plateforme. Et en fait, je pense que les termes acceptés par le hunter sur la plateforme se répercutent sur le contrat qu'il y a avec le client derrière. Une sorte de contrat implicite en fait avec le client. Et en fait, je pense que si tu enfreins une règle du programme ou de la plateforme, c'est la plateforme qui va te tomber dessus, et Iker en parlait tout à l'heure, ça va tout simplement être un ban définitif de la plateforme, voire je pense que me suis jamais amusé à lire les termes du contrat, mais je pense que les plateformes type Yesouyak, HackerOne, etc. peuvent se réserver le droit de porter plainte contre toi si tu sors vraiment du cadre, enfin tu fais des choses vraiment illégales, quoi. Et juste question bête, mais qui va avec, est-ce que éventuellement, vous savez si les plateformes discutent entre elles? Par exemple, un mec qui se fait ban sur HackerOne parce qu'il a vraiment fait une dinguerie, est-ce que les autres vont discuter ensemble pour peut-être mettre, je sais pas, des bans un peu partout, si vraiment c'est des trucs tendus? Moi, je pense pas qu'ils parlent ensemble. Je pense pas qu'ils parlent ensemble, mais si un mec fait vraiment une giga dinguerie, de toute façon, ça sortira en public. Donc... Ah oui, bien sûr. Ok, c'est sûr. Ok. Je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs, j'ai pas d'exemple peut-être, mais... Ouais, parce qu'un mec qui va aller voler de la donnée client et la leaker après, par exemple, s'il le fait sur une plateforme et qui continue à hunt sur les autres plateformes à côté, bon, tu tends un peu le bâton pour te le prendre dans la gueule violemment, quoi. Ouais, je pense qu'il y a des clauses qui peuvent permettre à la plateforme de te bannir sans aucune raison, parce que de toute façon c'est leur produit, ils font ce qu'ils veulent en soi. Okay. Je pense qu'ils se protègent beaucoup par rapport à ça. Même si, généralement, je pense que 99,99% des hunters sont réglo. Et même les plateformes sont réglo aussi, dans le sens où, on parlera après, mais sortir du scope, ça arrive. Et dans ces cas-là, c'est pas directement... on va pas se faire engueuler directement, en fait. Ouais. Discussion, et généralement, ça se passe bien au final. Si t'as vraiment pas fait exprès, ou que t'as directement report, ou que voilà, t'es de bonne foi... Après, il faut savoir que nous, on fait pas ça pour nuire, donc ça aide un peu. C'est ça. Ouais. Yes. Icar, t'avais des trucs à ajouter peut-être, Icar, sur la partie légale, ou c'est ok? Non, la partie légale, en fait, une fois que tu t'enregistres, tu acceptes un contrat avec la plateforme en question, et si tu enfreins des règles, forcément, c'est toi qui vas en découdre. Mais non, nous, en tant que hunter, je pense pas qu'on a un lien direct en cas de problème avec le client final, c'est plutôt avec la plateforme qu'on aura un problème. Parce que nous, on est entre parenthèses, quand tu hunt, on est vu, c'est un pseudo. C'est pas un nom, c'est pas un prénom, c'est pas une adresse, c'est juste un pseudo. Donc si la boîte doit se retourner, si tu as des problèmes légaux ou des choses comme ça, elle va d'abord se retourner contre le client en question, enfin son fournisseur de service, qui est par exemple la plateforme de Bug Bounty, et la plateforme de Bug Bounty, elle, a signé un contrat avec le hunter, donc elle va se retourner contre lui.
Ok, Ouais. attends, t'es pas sous pseudonyme enfin, t'es sous pseudonyme quand tu hunt, ok, mais je veux dire, la plateforme te connaît sous ton vrai nom, elle a ton compte bancaire, enfin, elle te connaît. Tout à fait. Ouais, Mais ok. avec le client, c'est sous pseudonyme. Ok, ok. Ouais, le client a aucune information personnelle. C'est la plateforme qui, Voilà. via les KYC, etc., sait exactement qui tu es. Exactement. Ça sert pour les paiements, mais je pense que ça peut aussi leur servir en cas de litige ou de problème avec un client. Ah ouais, ça Exactement. évite qu'ils viennent te mettre la pression en direct ou. Enfin, ce genre de. Ça n'arrivera pas. Ouais. S'il Non. y a un problème, ça m'est déjà arrivé, on expliquera si tu veux, c'est le pire cas que j'ai eu. Ok. On t'appelle direct, hein, ils ont tes coordonnées, quand tu t'enregistres, ils t'appellent, ok, on a un problème, il y a ça qui est tombé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais c'est pas le client qui t'appelle, ça va être la plateforme. Ok. C'est ça. Alors, par contre, ça fait plusieurs fois là du coup qu'on parle du scope. J'aime bien le qu'on scope, parle hein. un petit peu. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que c'est vraiment le hors scope. Et si vraiment je trouve quelque chose hors scope, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est négatif direct? Bon, c'est bien que non, mais dans quelle mesure ça peut passer en fait? J'ai un petit exemple qui est arrivé cette semaine, si tu veux. Alors, le horoscope, c'est quand tu, par exemple, je vais prendre je vais en faire simple, hein. Par exemple, tu dois aller, le scope, c'est google.fr, d'accord? Et toi, tu tapes sur google.com. Donc déjà là, tu es horoscope, ok? Parce qu'on avait avec le client, tu as défini, voilà, c'est ça la target, tu vas là, tu vas pas ailleurs. Après, par exemple, ce qui peut se passer, tu tapes horoscope, moi, c'est ce qui est arrivé cette semaine. J'étais sur un programme et compagnie, cherchais une information, donc bon, comme je disais tout à l'heure, tu as la disponibilité, tu as un accès internet, tu as beaucoup d'informations. Donc j'ai tapé le nom de la société sur internet, j'ai trouvé un GitHub, une repository, j'ai trouvé des informations, un morceau de code, tout ça. Je me suis servi de ces informations-là pour aller beaucoup plus loin dans l'exploit de la vulnérabilité que je trouvais, mais je l'ai signalé. J'ai dit: «Écoutez les gars, j'ai réussi, mais il y avait ça». Donc là, c'était un GitLab, pardon, c'était pas un GitHub. Donc je leur ai dit: «Voilà, OK, c'est hors scope». Mais je l'ai signalé. Et ben les mecs, ils peuvent te donner une petite récompense. Parce que là, c'est vraiment le cas où tu fais du hors scope, d'accord, mais entre parenthèses, tu as trouvé une information qui t'a été utile. Et tu pas attaqué l'appli, c'était en libre service, disponible pour tout le monde. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu as d'autres exemples, Marty? Moi, c'est un cas d'école que j'ai eu cette semaine, donc Moi, j'ai d'autres exemples et ça revient un peu à ce que tu dis. C'est t'as des exemples un peu shady où tu te poses la question de est-ce que j'ai le droit, et je me suis déjà posé la question, mais je l'avais pas fait parce que j'étais arrivé à la conclusion que j'allais me faire défoncer par le programme. C'est t'as des programmes où ils te donnent pas de compte et en fait le scope c'est page de login et voilà, ça s'arrête là. Et tu te dis, comme a dit Kerr, t'as accès à internet, t'as accès à tout. Je fais un coup d'osint, et si je récupère des creds leakés qui sont valables pour se connecter, est-ce que je peux les utiliser? Et pour moi la réponse est non. Parce que justement c'est des creds qu'on leak et ils sont pas à toi, donc en fait tu enfreins les règles du programme de ne pas toucher à de la donnée client puisque tu vas te connecter à son compte. Même si ça peut être très tentant, hein, derrière avoir des creds valides, tu te dis allez hop je vais être le seul à pouvoir aller taper dessus, ça va être YOLO. Ça typiquement ce serait sortir du scope pour revenir dedans, mais c'est un peu compliqué je pense. après tu peux le signaler et Tu peux c'est le bien signaler, ouais. et c'est bien vu. En plus, les mecs, ils aiment bien ça, C'est ça. quand tu signales ce genre de vue. Et typiquement, des exemples, un truc hors scope qui peut arriver assez régulièrement, je pense, c'est typiquement la plateforme, elle va passer par un CDN pour, je sais pas, tout ce qui est image, tout ce qui est GIF, etc. Et en fait, toi, tu vas utiliser le CDN pour aller caler une XSS dans le site, par exemple. Donc là, en fait, là, du coup, tu tapes hors scope parce que la payload, tu la stores sur un truc qui n'appartient pas au client, mais tu reviens dedans parce que les XSS, elles proc sur le truc du programme. Et généralement, dans ces cas-là, c'est accepté. Le client est pas chiant, mais ça reste, si on prend la définition même du hors scope, ça reste du hors scope. D'accord, si tu vas taper sur un service tiers, ça peut quand même passer parfois. Ça peut passer parfois, mais faut faire attention. Ouais. Mais typiquement dans ce cas-là, moi je l'ai eu plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème avec le client qui me dise non, t'as tapé hors scope. Next. Après, normalement, c'est bien précisé dans les règles du programme ce qui est dans le scope et ce qui n'est pas dans le scope. Et maintenant, ils vont même de plus en plus le préciser parce qu'il est arrivé, par exemple, pour un programme qui passait plus vite qu'aujourd'hui, qu'on a tapé dans des choses qui
qu'il fallait pas, donc on s'est passé en scope après. Après, ils te rajoutent, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des mecs qui trouvent ça. Et la question que je me posais, excuse-moi, là, j'ai juste une petite question, je te coupe. C'est. Alors là, tu parlais des leaks, là, Worty. Donc, globalement, on sait que c'est illégal en France. Voilà, point. Oui. Je connais pas vraiment la situation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Si tu hunts sur des programmes internationaux. Mais est-ce que vous savez finalement par quelle loi c'est régi tout ça? Est-ce que c'est régi par la loi qui dépend de la plateforme, du client final? Est-ce que vous avez une idée de ce truc-là? En fait, je vous pose la question parce qu'on a parlé Safe Harbor en préparant l'émission. On n'avait peut-être pas le même terme, mais on voyait à peu près de quoi on parlait tous les quatre. Mais est-ce que vous avez une idée de quelle législation s'applique en fait au bug bounty? Moi, je pense que c'est la législation de la plateforme qui s'applique. Donc, dans le cadre de YesWeHack, c'est la justice française qui viendra te taper dessus. Et dans le cadre d'HackerOne, c'est la justice américaine. Et un truc qui me fait dire que c'est vraiment ça, typiquement sur HackerOne, quand tu veux récupérer ta thune, tu remplis un formulaire je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire des impôts américaines en gros. Et tu remplis pas un formulaire tu le déclares aussi à la France, mais le document que tu signes pour HackerOne, c'est un document américain. Donc je pense que la législation qui fait foi, c'est l'origine de la plateforme. Enfin, le siège social pour être plus précis. Je pense, ouais, je suis d'accord. C'est la question légale, j'ai l'impression qu'elle est complexe quand même parce que elle est très complexe. Là, tu nous dis ça, ok, c'est le programme, ok, très bien. Après, tu vas taper sur un scope, ça se trouve, c'est une boîte internationale. Tu vas toucher à des serveurs qui sont un peu partout dans le monde. Peut-être qu'il y a des datas qui viennent de France ou enfin d'Europe, donc t'as la RGPD. Enfin, j'ai l'impression que ça peut être très complexe quand même. Après, je vais te dire un truc, moi, excuse-moi, Worty. Non, vas-y, pas de soucis. Moi, personnellement, moi, je hunt et la partie légale, c'est la plateforme qui va s'en occuper. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas trop au courant de. Oui, si tu restes dans les clous, il y a pas de problème, quoi. Non, il n'y a pas de souci à avoir. Et je pense que la question légale, je pense que même si un avocat s'y intéresserait, ce serait le. Comment rester chaotique le bazar. Ouais, voilà, chaotique, on va dire, puisque si tu as une plateforme française qui te fait des virements en dollars et que le client il est asiatique, enfin, je veux dire, c'est un moment, c'est vite le bazar. Et pour être franc, j'ai pas la réponse à la question. Je pense qu'il faudrait peut-être plus se rapprocher aux plateformes, leur poser la question. Parce que je pense que de ce côté-là, côté légal, je pense qu'ils sont bien protégés quand même. Ok. Mais ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que le bug bounty, ça te permet de faire des choses, entre parenthèses, illégales, mais légalement. C'est ça. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, c'est littéralement le sujet sur lequel je partais. En fait, j'ai l'impression qu'on a pris une activité qui avant était illégale mais qui était très utile et qu'on a construit un cadre autour pour dire ok, arrêtez d'aller en prison maintenant, ça sert à tout le monde, donc juste gagner du pognon avec. Ouais. C'est plus pour récompenser. Enfin, je pense que c'était l'idée de ok les gars, vous avez des capacités, vous savez faire ça, mais au lieu de faire du mal, venez avec nous, on vous récompense et on en fera du bien. Ouais, c'est ça. C'est typiquement claquer des RCE sur des serveurs, oui, c'est clairement illégal. Mais après, en fait, c'est tellement un sujet qui est important, je pense que ils ont été obligés en fait de faire ça, puisque si c'est pas nous. Et si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il est pas forcément juste là pour faire un ou à maille et l'envoyer dans un rapport. Ouais, il n'est pas forcément bienveillant, quoi. Ouais. Exactement, c'est le mot que je cherche. Et alors là, ça va être vraiment au doigt levé, mais est-ce que vous pensez que le fait d'avoir ce genre de cadre-là, ça a pu canaliser certaines personnes qui, il y a 20 ans, auraient fait n'importe quoi et auraient été dans l'illégalité totale parce qu'elles adorent hacker des trucs et avoir le côté adrénaline? Est-ce que vous pensez que du coup, le bug bounty, ça a canalisé certaines personnes en leur disant tiens, fais un truc juste un poil moins craignos et tu vas voir, ça va bien se passer? Bon, moi, je dirais que pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui. Ouais, non, je pense clairement que ça permet en fait à des gens de faire leur passion qui avant n'était pas forcément légale, de le faire de manière très encadrée et rémunérée, ce qui est encore mieux. Et je pense que prendre du plaisir et ne pas avoir la boule au ventre quand tu te lèves. Non, pas en faire des hop, à 6h du matin ça va s'ouvrir ou pas? Est-ce que c'est mon réveil ou la police? Ouais, c'est ça. Très bien, parfait. Bon bah écoutez, pour le légal,
on sera obligé d'inviter soit une plateforme, soit un avocat pour Ouais, causer. je pense que c'est juste la réponse, ouais. Ouais, sinon. T'inquiète, on va faire marcher les coups de téléphone. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Oui, on va continuer un petit peu sur le métier. Alors, je reviens à la base. Là, aujourd'hui, si je suis un jeune ou un moins jeune qui démarre un peu dans la cyber et qui a envie de se mettre au bug bounty, alors peut-être pas qui démarre dans la cyber, parce qu'à mon avis, ça demande quelques skills quand même. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Qu'est-ce qu'il me faut comme compétences techniques? Qu'est-ce qu'il me faut comme compétences comme soft skill, on va dire? Combien de temps ça va durer? Le temps que je trouve mes premiers bugs? Tout le pack de début, comment ça se passe? Alors, je pense que je vais laisser Warty répondre là-dessus, parce que moi, j'ai un parcours plutôt, on va dire, différent. C'est que moi, j'ai tout appris tout seul, donc tout sur le tas. Donc, Warty est plus jeune que moi, donc on va laisser place aux jeunes. Ouais, merci. Non, du coup, moi j'ai commencé, du coup, de manière générale, je pense que tu peux pas te lancer comme ça déjà. C'est mort, quoi. Enfin, ça marchera pas. Pour moi, il faut déjà apprendre sur les plateformes qu'on a la chance d'avoir maintenant et qu'il n'y avait pas avant, type RootMe, Xbox, etc., qui permettent de s'entraîner de manière légale et d'avoir toutes les docs possibles, bien comprendre les choses. Il faut aussi avoir, si on parle un peu plus des soft skills, il faut quand même être vraiment passionné par ça. Il faut vraiment avoir comment une envie de chercher et une envie de passer du temps dessus, puisque tu peux pas tester un site en 1 heure et après te dire allez hop c'est bon j'ai fait toutes les fonctionnalités, c'est pas possible en fait. Tu peux pas comprendre comment ça se passe derrière. En bug bounty aussi, pour moi, quelque chose qui est important, c'est d'avoir fait, enfin après c'est mon avis personnel, mais personnellement d'avoir fait beaucoup de dev avant de faire du bug bounty. Ça permet en fait, quand on voit l'application, les différents endpoints, comment elles marchent, d'un peu imaginer comment est fait le back et ainsi que le code, pouvoir un peu déterminer ça, ce qui est quelque chose d'important quand tu cherches bugs de logique ou des choses comme ça. Donc pour moi c'est... Après on va dire que plus simple dans le bug bounty pour commencer c'est clairement le web, puisque c'est la plus grosse partie des plateformes de bug bounty qui composent du web. C'est aussi quelque chose, à mon sens, est la plus documentée sur internet. Toutes les attaques web, il y a le OAS, Payload All the Things, enfin voilà, il y a énormément de trucs pour s'entraîner et pour comprendre. Donc après au niveau du temps, je sais pas trop, pour être honnête, ça dépend le temps qu'on a alloué par jour à ça. Moi je sais que j'ai entre guillemets eu la chance qu'il y ait le Covid, puisque du coup j'avais pas eu à faire la chance entre guillemets, pas eu à faire de stage pour mon IUT, donc je me suis retrouvé avec 4 mois sans rien avoir à faire, donc pendant 4 mois tryhard tout ça. Mais pour une personne qui est en cours ou pour une personne qui travaille dans la vie, on va dire qu'on est à coup de 2-3 heures par soir, donc ça prendrait un peu de temps. Mais ouais, avoir un petit bagage technique avant c'est nécessaire quand même, puisque sinon on s'y retrouve pas. Et aussi avoir l'appétence d'apprendre, puisque quand tu arrives sur une nouvelle target, faut apprendre à la connaître, apprendre comment elle fonctionne, etc. Et ouais, connaître au moins les bases d'à peu près toutes les vulnérabilités web, ça peut être pas mal, ne serait-ce que déjà pour avoir l'idée de, par exemple, dans une barre de recherche, mettre une XSS. Des choses comme ça. Tout à fait. Moi, c'est différent, donc j'ai un âge différent de Warty. Moi, j'ai pas de bagage de dev. Voilà, donc moi j'ai vraiment appris tout sur le tas. Et par contre, je reviens sur ce que dit Warty, qui pour moi est très important. C'est le tryharder, c'est apprendre seul, c'est être passionné. Et forcément, tu vas commencer à comprendre un peu la logique, le fonctionnement, et après ça vient presque tout seul. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même le OWASP Testing Guide qui peut être très intéressant, c'est qu'il couvre pour eux différents tests à effectuer sur une application web. Là, je parle pour du web, qui va un peu t'orienter sur le type de test que tu dois faire, et selon le résultat du test, quel type de vulnérabilité tu peux rencontrer. Voilà. Après, là, moi, ce que je dirais aussi, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des chances énormes, parce que maintenant, tu as carrément des cursus cyber, orientés cyber, donc c'est vraiment génial. Aujourd'hui, les plateformes qu'on met à disposition, comme RootMe, Xbox, etc., c'est un tremplin. Tu risques de trouver 80% des vulnérabilités qu'on trouve en bug bounty sur ce type de plateforme-là.
Après, il y a le côté mindset à avoir, la façon de penser, réfléchir. Il faut être très curieux. Hein, il faut que vraiment tu t'imprègnes, que tu sois curieux un peu de voir ce qu'il y a derrière. Et si tu es curieux, tu arriveras à t'en sortir. Clairement, ouais. Et avoir l'envie d'apprendre. Moi, comme Worky, je ne savais pas coder avant, moindre morceau de code. J'ai appris tout sur le tas, tout seul, et maintenant je me débrouille. Mais ça aide. C'est vrai qu'avoir des notions, des fois, ça me portait un peu préjudice, mais maintenant, beaucoup moins. C'est qu'au début, j'ai dit, putain, voilà, ça, j'ai pas ce côté-là, le côté dev, ça m'aurait bien aidé parce que tu comprends de suite le fonctionnement de la plateforme et du back-end, donc tu te rends compte vraiment de ce que tu peux faire. Ouais, ça peut beaucoup aider, mais c'est pas indispensable. Après, les connaissances habituelles, network, OS, etc. Pardon. C'est vrai qu'on l'a pas du tout évoqué depuis le début de l'émission. Est-ce que vous pouvez flexer juste nous dire un peu au niveau auquel vous en êtes? Alors aujourd'hui, Worty, toi tu nous as dit que t'as arrêté depuis, mais sur les plateformes par exemple en termes de ranking ou quoi, vous êtes arrivé à quel niveau à peu près pour que les gens qui regardent, qui vous connaissent pas, se rendent compte? Moi, avant que j'arrête, j'étais top 26 sur YesQuiac, je crois, un truc comme ça. Et sur HackerOne, beaucoup moins, puisque à cause de 2-3 couacs, on va dire que j'ai pas trop envie de NT dessus. Mais donc j'ai principalement NT sur YesQuiac, et ouais, je suis arrivé, on va dire, top 3, quoi, en gros, taper large. Ok, alors et Icar? Moi, sur YesQuiac dans le top 15, peut-être un peu plus haut, je sais plus. Et HackerOne comme Worty, je sais pas, c'est une plateforme que un peu de mal. Après, il y en a d'autres comme Yogosha, Integrity, je ne dois pas trop dessus, c'est essentiellement sur YesQuiac. Ouais. Ok. Très bien. Donc on peut prendre vos conseils pour, pour les choix de carrière en Bug Bounty. Très bien. C'est noté. Mais quand vous avez commencé, parce que quand même, on a parlé vite fait tout à l'heure, programme public, programme privé. Enfin, les programmes publics, ils sont quand même poncés par un nombre de hunters invraisemblable, j'imagine, au départ. Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que vous n'avez pas trop galéré à trouver vos premières bounty, en fait? Et comment ça se passe clairement quand vous arrivez sur un programme public au tout début, en fait? C'est un peu le Far West, non? Alors moi, je vais t'expliquer comment j'ai commencé le Bug Bounty, ça va répondre à ta question. Et ça va... Ah, je crois qu'en plus, on a vu ce sujet-là, oui. J'ai bossé pour une petite boîte, une CS2I, ils m'ont fait tester une appli qui n'était pas maintenue par eux, c'est une appli tierce d'une boîte à Toulon. Je teste l'appli, je trouve une vulnérabilité assez critique dessus, donc je fais mon rapport, etc. Et je vais voir l'équipe et tout. Ils me disent, oh bah nous on va rien faire et tout, on va pas corriger. Je dis, mais pourquoi? Parce que l'application ne nous appartient pas, elle appartient à un tiers. Donc on va les contacter et on va leur dire de corriger. Je leur ai demandé, je dis, est-ce que je peux prendre les devants et contacter la boîte en question? Ils m'ont dit oui, bien sûr, vas-y. Donc j'ai contacté la boîte en question, je leur ai dit ce que j'ai trouvé, et ils m'ont dit, ah bah c'est super intéressant, bah écoute, est-ce que tu connais les plateformes de Bug Bounty, YesQuiac, inscris-toi, remonte-nous le rapport et on verra ce qu'on va en faire. Et c'était un programme public et c'est parti de là. Donc forcément, comme je te dis, tu peux trouver... Après oui, comme disait... quelques secondes, ouais, tu vas trouver, tu te dis, le public c'est le Far West, tout le monde est passé dessus. Bah, tout le monde se dit ça, mais pourtant, en cherchant, tu peux quand même trouver des choses intéressantes. Hein. Après, il y a autre chose qui peut être intéressant, c'est de faire les petits challenges que te proposent les plateformes. C'est YesQuiac qui fait ça, c'est les Dojo Challenge. Les Dojo, ouais. Dojo Challenge, voilà, et qui te permettent, une fois que tu as réussi, de monter en points, de gagner des points et de recevoir des invitations parce que tu commences à participer dans la communauté. Voilà. Mais il faut pas se dire que le public c'est le Far West, parce qu'on a encore trouvé, par exemple, un programme public Yahoo, Cup, on a trouvé un truc assez critique dessus alors que c'était public. Persévérer. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, moi, pour ma part, sur YesQuiac, ils proposent, donc du coup, comme a dit Iker, les dojos qui sont sympas pour gagner des points, commencer en fait sur la plateforme. Et en fait, YesQuiac, moi, j'ai commencé quand ils ont organisé un LHE au FIC.
puisque quand ils organisent les LHE, en fait, c'est du scope privé, mais si tu es sur place, tu as le droit de participer à ce scope-là qui est privé et qui n'a pas forcément été testé. Et ça permet en fait de trouver des vulnérabilités et en fait de commencer à te faire des points sur un programme du coup public-privé. Enfin voilà, faut être sur place quoi. Et derrière, on peut commencer à se faire des points là-dessus. Typiquement, il y en a un à l'EHAC, il y en a un au FIC. Voilà, j'ai pas d'autres exemples en tête. Et pour revenir sur les programmes publics, en fait, c'est un peu un effet de, enfin pas un effet de mode, je sais pas comment dire, mais le fait de se dire c'est public donc c'est poncé. C'est pas forcément vrai. Typiquement, moi je me rappelle d'une fois où on avait lancé un programme public et on avait trouvé une SQLI dans la barre de recherche. Donc, et on l'avait report et le programme payait pas des 1000 et des 100, mais la vulnérabilité avait jamais été report, alors que une SQLI dans une barre de recherche, c'est quand même la classique, j'ai envie de dire. Bon après c'était une barre de recherche d'un sous-domaine, mais enfin voilà, le domaine était en étoile et c'était pas avec un outil que tout le monde utilise, on l'avait trouvé le sous-domaine, donc c'était pas quelque chose de très sorcier, on va dire. Et c'est juste qu'en fait, vu que les gens se disent c'est public donc c'est poncé, n'y vont pas. Et moi, si j'avais un conseil à donner, c'est si justement aller regarder, c'est un programme comme un autre. Peut y avoir des choses malgré le fait que ce soit public, quoi. Typiquement, l'exemple à donner, c'est que Blacklist, il y a 4-5 mois ou je ne sais plus quand, a sorti 3 crits sur PayPal. Et voilà, et c'était pas. Je pourrais pas du tout dire ce que c'était parce que j'en ai aucune idée. Mais de ce que Blacklist avait dit, c'était pas de la RCE avec de la zero day, etc. C'était assez classique, quoi. C'était quelque chose que nous avait remonté aussi à Zax et Doomer, en fait, quand on avait discuté avec eux, c'était que le hunter novice, entre guillemets, arrive avec sa naïveté et peut-être qu'il va aller chercher des choses que les hunters un peu plus harden, en fait, ils vont pas aller chercher parce qu'ils vont se dire ça a déjà été poncé, quoi. Effectivement. C'est possible. C'est possible, quand tu commences à en faire beaucoup de bounty, tu vas des fois en fait louper ou ne pas penser à la chose la plus simple, et où la personne qui arrive avec son petit bagage technique va respecter son ordre de check, et lui va trouver un truc puisqu'il a une méthodo et que c'est sorti avec ça, et juste que toi en tant que hunter un peu plus confirmé, t'as pas pensé à aller regarder ça alors que c'est quelque chose d'évident. Alors, le pendant, entre guillemets, de parler avec des hunters expérimentés comme vous, par exemple, c'est qu'on a l'impression que le métier est facile. Est-ce que vous diriez que ce métier, c'est un métier facile ? Alors, j'irai pas jusque-là. C'est un métier où faut avoir du temps, faut être passionné et faut être patient aussi. Typiquement, on peut avoir des fois, comme Iker en ce moment, qui reporte des OS commandes d'injection à foison. Voilà, c'est des fois ça arrive qu'on reporte une 50aine de vulnes en un mois, parce qu'on a eu un scope sympa, on a eu un truc, et le mois d'après on a zéro. Parce qu'il n'y a rien, et juste on trouve pas, et ça. Il faut savoir faire la part des choses, se dire j'ai rien trouvé ce mois-ci, mais c'est pas grave. Faut être patient et persévérant. Et persévérant et savoir aussi remettre les choses à leur place en mode c'est pas parce que j'ai rien fait que ça va être comme ça tout le temps, quoi. Et pareil, c'est pas parce que j'ai trouvé plein de trucs que ça va continuer sur cette voie. Exactement. Moi je dirais pareil, moi je dirais pas que c'est un métier difficile, hein. Ça peut être pour moi c'est presque à la portée de tout le monde, hein. Il suffit d'avoir un mindset. On n'a pas inventé l'eau tiède, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Pour moi, c'est... Ouais. Je dirais pas n'importe qui, mais c'est quand même c'est ouvert à pas mal de monde. Surtout maintenant, avec les plateformes qu'il y a, on a une superbe bibliothèque qui est l'Internet, donc tu trouves énormément d'informations. On a maintenant ChatGPT qui t'aide beaucoup aussi, ça, on peut peut-être en parler, parce que pour moi, je le trouve vraiment super. Je m'en sers beaucoup. Mais pour moi, c'est facile. Mais après, comme disait Orti, tu as des bonnes périodes, hein, des très très bonnes périodes. Mais après, tu as des périodes de creux où tu te sens un peu frustré. Tu vois des gars qui passent à côté, tu te dis, ils ont trouvé ça, quoi. Moi, je viens de trouver. Faut être patient et persévérant. Des fois aussi, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, t'es pas invité.
Alors que tout le Ouais. monde est invité et tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais le mois dernier, j'ai report 4 RCE, 8 SQLI. Lui, il a rien report, il est invité, je comprends pas. Ouais, moi non plus. Je sais pas ce qui se passe sur les invitations parce que des fois, j'ai des échos où les potes ils me disent on a été invité sur le programme, il y a ça. Je dis mais pourquoi ils m'invitent pas moi? Et du coup, dans ces cas-là, tu trouves rien. Et ouais, faut savoir gérer la frustration aussi et se dire, bon, Ouais, bah, parce que c'est quand même. si c'est pas moi, ce sera la prochaine fois. C'est vrai que c'est frustrant quand même. Pour ma part, des fois, ça te travaille un peu. Clairement. Et après, quand tu arrives, t'as le montée d'adrénaline et là, je suis pas content quoi. Parfait, c'est très important que tu en parles. Justement, qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu? Est-ce que c'est la moula? Est-ce que c'est la fame? Est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Pour moi, c'est le challenge. Surtout ça. Ouais. Après le reste, c'est du bonus. C'est ça. Moi, c'est le challenge et puis le côté fun aussi, puisque quand tu es invité sur un scope où la collaboration est activée, on en reparlera tout à l'heure, c'est super sympa de NT avec les potes, d'avoir les idées de tout le monde, de faire ça ensemble au final. Et ouais, moi, ce qui m'a attiré, c'est aussi, on va pas se le cacher, c'est le côté de faire un truc illégal, mais qui est légal. Tu peux t'amuser, quoi. Et te challenger même toi-même à te dire, bah voilà, j'aimerais bien trouver, typiquement sur ce scope, j'aimerais bien avoir une RCE, je vais chercher. C'est vraiment ce côté-là, avant l'argent, évidemment. Puisque comme Ker et moi, quand je montais, j'étais pas à plein temps dessus. Donc il n'y avait pas ce stress de « Ah, mais si je trouve rien, je mangerai des briques à la fin du mois. » Voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. Moi, je me suis dit, je fais ça en plus, voilà. C'est une question qu'on a souvent, et on l'a d'ailleurs dans le chat qui vient de popper comme il faut. Le côté stabilité en fait des revenus, parce que depuis tout à l'heure on parle de montants qui ont aucun sens. Enfin 200 000, 50 000, 20K, c'est des trucs comme ça. Tu te dis ok, j'en fais 4 et j'ai un salaire de fou à l'année, tu vois. Donc comment est-ce que c'est géré ce côté très aléatoire des revenus, et est-ce qu'un hunter lambda, j'ai envie de dire, qui n'est pas arrivé au niveau technique où vous êtes, est-ce qu'il peut arriver à en vivre, ou est-ce que c'est chaud et il faut quand même avoir soit une réserve, soit un taf à côté? Alors, pour moi, c'est chaud parce que déjà ça arrive pas tous les jours, hein, des grosses vulnérabilités qui sont très rémunératrices, ça n'arrive pas tous les jours. Ça, faut pas se cacher, à moins d'être Rabbi sur Yasuyak, hein, qui lui en trouve tous les jours. Non, ça doit être difficile, à moins que tu as plusieurs plateformes, où tu travailles sur plusieurs plateformes à la fois. Mais après, je pense que tu n'arrives plus à prendre du plaisir si tu commences à faire ça uniquement pour voilà, si tu as le stress qu'il faut que tu trouves absolument, sinon ça va pas. Moi, je vois pas comme ça. Après, ça dépend des personnes et des contextes, mais ça doit pas être évident. Moi, je dis, pour ceux qui font ça à plein temps, ça doit être très difficile. Parce que c'est tellement aléatoire, tu peux trouver des pépites qui te rémunèrent bien pendant 2-3 mois, mais après tu peux être pendant, je dis une bêtise, 2-3 mois, t'as rien, absolument rien, donc tu vis sur ce que tu as eu auparavant, et c'est là que tu peux commencer à être frustré, à dire « purée, je vais pas y arriver, je l'aurais peut-être pas fait ». Moi je dirais qu'il faudrait le faire à côté d'eux, et dès que t'as... Ou sinon, il faut s'appeler Blacklist. Voilà. Après, il y a d'autres... Ouais, vas-y. Je dis, après, il y a d'autres personnes qui arrivent très bien, mais je pense qu'ils sont sur plusieurs plateformes à la fois. Il faut, sinon tu pourras pas sinon. Après, il y a aussi un autre problème, c'est que tu as des plateformes comme HackerOne, ils mettent énormément de temps à te rémunérer, hein, ça peut être 1 mois ou 2, donc imagine, tu vis là-dessus, t'as pas une grosse rentrée d'argent, tu dois attendre 2-3 mois, comment tu fais? Donc après, c'est clair que si ça tombe à coût de 80 000 comme il fait Blacklist, il n'y a aucun problème. Tu peux te permettre de patienter. Si tu fais H24, il faut faire du rendement, quoi. Donc tu vas peut-être pas chercher de la crit, tu vas chercher quelque chose qui commence à te rémunérer pas mal, et tu vas commencer à le farmer un peu partout, quoi. Et après, on est arrivé aux phases d'automatisation, où on le voit de plus en plus, où les mecs ils automatisent les funes qu'ils trouvent assez facilement, on va dire, entre parenthèses. Si tu peux automatiser, c'est qu'entre parenthèses, tu arrives à la trouver facilement. Et après, c'est sûr, voilà, ça va être sur la quantité. Ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure, après la pause. Juste
pour finir, moi j'aurais une petite question à vous poser. Si vous deviez tout recommencer en fait aujourd'hui, recommencer le Bug Bounty en repartant à zéro, est-ce que vous auriez un plan? Je ferais pareil. Je ferais pareil aussi, ouais. Je ferais pareil. Je focuserais tout, enfin, genre, comme on fait d'habitude, reco habituel et. Pareil. Après, là maintenant, je bosse beaucoup en collab, c'est super. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça commence à être super intéressant de mutualiser plusieurs compétences. On le verra, parce qu'en fait, chacun, moi, je pense qu'on n'est pas bon partout. Chacun a sa petite spécialité, le petit domaine où il se sent mieux, et mutualiser tout ça, tu peux faire des dégâts, quoi. Je pense qu'en équipe, tu peux faire des dégâts. J'ai des cas de figure avec l'équipe avec laquelle je suis. On s'amuse pas mal ensemble. Parce que chacun a sa petite spécialité.